Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis les locaux du Presse Club pour un débat sur un sujet qui n'est pas mince et qui suscite souvent beaucoup de passion. Le journalisme d'opinion est-il l'avenir de la presse? Alors d'abord, un grand salut à ceux qui nous suivent sur la chaîne du Presse Club ainsi que sur Facebook Live. Et puis d'abord, j'aurais peut-être dû commencer comme ça. Merci à vous tous qui êtes ici. Selon la tradition, on va... Les interlocuteurs, les camarades qui sont ici prendront la parole sur ce thème et ensuite, naturellement, vous aurez à votre tour la parole pour les interpeller ou pour donner votre propre sentiment sur ce sujet controversé et, je le répète, un peu passionnel. Parce qu'aujourd'hui, la presse, c'est un lieu clé qui traverse globalement, si on le prend globalement, une crise économique, financière, une crise... je pense que ce n'est pas excessif de le dire, d'identité, et puis aussi une crise de moyens, enfin bon. On est en profonde mutation. Alors, sont présents ici pour participer à ce débat et prendre la parole Éric Morillo, qui représente, on va dire, Sud Radio. Ensuite, Jean-Marie Charon, sociologue spécialisé dans l'étude des médias. Et puis, je le mentionne ici, on peut peut-être le voir, auteur de rédaction d'invention, il y a de quoi faire, il faut inventer aujourd'hui. Ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est un petit livre dans une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle UPPR, je vous renvoie à ça, c'est intéressant. Et puis notre confrère Patrick Romédienne, chargé des revues de presse de France 2 et de France Info. Il y a un siège vide, on ne va pas jouer au chat à la souris. La star André Berkoff se fait attendre. Je le chambre parce que je l'aime bien. Je pense qu'il ne va pas tarder, peut-être dans l'ascenseur, il va nous rejoindre. Voilà, alors, la première question, c'est renvoie à une interrogation sur ce qu'est le journalisme d'opinion. Alors, le journalisme d'opinion est-il l'avenir de la presse? Je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce que vous mettez, chacun d'entre vous, derrière cette expression, le journalisme d'opinion? Éventuellement, est-ce que c'est un ressort capital pour une presse qui se cherche? On va dire ça comme ça. Je ne sais pas, j'ai envie de donner la parole à vous, Patrick Romédienne. La définition d'un journaliste d'opinion, j'avoue que j'y ai pas pensé avant de venir, mais oui, il y a quand même des idées qui me viennent immédiatement à l'esprit. Un journaliste d'opinion, c'est un journaliste qui n'est pas forcément de terrain dans mon esprit. C'est quelqu'un qui tend vers l'intellectuel et c'est une personne qui, au fond, donne son avis en permanence et de ce fait défend des causes, des idées, voire des camps politiques. Voilà, comme ça globalement comment je le vois. C'est un homme engagé, c'est un militant? Alors, militant, il peut être militant, oui, parce qu'on peut militer pour, je sais pas moi, le libéralisme ou contre le libéralisme ou pour l'immigration ou contre l'immigration. Donc oui, d'une certaine manière, il milite puisqu'il donne son avis et essaie de rallier les gens à son opinion. Donc d'une certaine manière, il est militant, oui. Alors, quel est votre... Et c'est un problème pour ce métier, je pense. Bon, ça, on aura le temps d'y revenir. On fait une espèce de petite définition approximative, enfin globale. Alors, vous passez la parole à Jean-Marie Charon. Voilà, le micro, c'est oui. Vous. Et puis après, Éric... D'accord. Alors, écoutez, moi, j'ai l'impression que... Le recul du sociologue que vous êtes. Sociologue, un peu historien, peut-être sur la question, oui. Parce que je crois que c'est un peu une spécialité française. Nos amis anglo-saxons ne nous comprennent pas tellement sur ce sujet-là. C'est souvent effectivement issu d'un lien très fort ou d'une imbrication très forte entre le politique et la presse. Toute la Troisième République, même la Quatrième République a été quand même dominée par cela. Et il me semble, pour répondre à votre question, qu'il est plutôt en déclin si on parle du journalisme d'opinion au sens traditionnel et historique. C'est pour ça que moi j'aurais plutôt tendance à me référer à une notion qui serait plutôt le journalisme d'engagement. Je crois que, et là, le journalisme d'engagement me paraît avoir une place aujourd'hui. Plus grande qu'avant. Plus grande qu'avant, d'autant plus qu'on est dans un système qui devient un peu bipolaire, c'est-à-dire il y a un flux d'informations auquel on assiste avec des médias qui cherchent des audiences maximum, on a de l'information qui circule via les réseaux sociaux, on a une espèce de tonalité un peu dominante de l'information, et il y a une place pour un pas de côté, un public qui s'intéresse à d'autres propositions, et parmi ces propositions, il me semble que l'engagement fait partie des choses intéressantes. Mais par rapport aux journalistes d'opinion,
il ne peut pas y avoir que l'engagement dans des valeurs, etc. Il y a une combinaison avec autre chose, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. D'accord, absolument. Alors Éric Morillo, vous, depuis Sud Radio, et puis vous-même, hein, quel est votre regard? Quel est votre regard là-dessus? Alors mon regard là-dessus, c'est que d'abord, journaliste et d'opinion, pour moi, ça me dérange déjà, parce qu'à l'origine, enfin, j'ai toujours considéré que le journaliste devait être impartial, et c'est justement plutôt en réaction à ce journalisme militant qu'on voit de plus en plus depuis quelques années, que le journalisme d'opinion, donc militant, éditorialiste, peu importe à la rigueur la façon qu'on a pour le nommer, est apparu. Et c'est vrai que moi j'ai eu tendance à être depuis quelques années journaliste, on va dire pour des médias d'information, où je ne devais pas émettre une opinion, et il se trouve que depuis peu de temps, j'ai eu l'impression que, à cause en effet ou grâce aux médias sociaux et Internet en particulier, il y avait toute une partie de l'opinion qui n'avait pas voix de presse. Et pour rentrer en plein... Soyons concrets, vous pensez, donnez-nous des exemples. L'exemple parfait, là, il se trouve que je vais faire de la pub pour la petite émission que j'anime qui s'appelle Les Incorrectibles sur Sud Radio. Je reçois Éric Zemmour ce dimanche à 13h, donc je fais ma publicité. Et il se trouve que ma première réaction, ça a été évidemment d'en parler à des gens autour de moi qui m'ont dit comment peux-tu le recevoir et tout ça. Mais à la rigueur, mon avis, mon opinion, on s'en fout. Si je dois justement... effectuer une démarche journalistique, c'est que je considère mes auditeurs comme assez adultes pour pouvoir juger et émettre un jugement. Et quand j'entends par exemple que dans une émission, pour ne pas la citer, comme celle de Laurent Ruquier sur le service public de surcroît, qui après avoir invité Éric Zemmour l'a décommandé, sans doute parce que l'opinion d'Éric Zemmour ne correspondait pas à l'image que se fait du journalisme Laurent Ruquier, ça me dérange parce que Laurent Ruquier, à la rigueur, j'ai envie de lui dire, son avis, son opinion, on s'en fout. Et de surcroît, sur une chaîne de service public, ça me dérange encore plus parce que j'ai envie de lui dire, tu invites qui tu veux, mais la redevance, on la paye tous. Donc je trouve aujourd'hui que ce journaliste d'opinion, c'est sain que dans un pays comme le nôtre, on puisse aujourd'hui revendiquer que tout le monde, et ça pose même plus largement la question de la liberté d'expression. Moi j'ai envie de dire, je reçois Éric Zemmour, déjà, je le reçois, je l'invite. Donc moi, je ne l'invite pas pour l'agresser, je l'invite pour lui permettre d'émettre une opinion qui peut en effet déranger. Et ça, c'est le droit de chacun. Mais je considère que dans un pays comme la France, qui est une grande démocratie, on a normalement le devoir de permettre à toutes les opinions de s'exprimer, à partir du moment évidemment où elles n'incitent pas à la haine. Et c'est tout le débat, notamment concernant Éric Zemmour, et on le verra, mais il y a eu des décisions cette semaine du Conseil d'État qui a d'ailleurs remis en place le CSA suite à une mise en demeure, donc qui a déjà prouvé que sur un plan juridique, c'était pas aussi limpide que les journalistes d'opinion le disent. Donc je considère que c'est un devoir et qu'aujourd'hui, ce journalisme d'opinion est un petit peu, on va dire, mis à mal par ces journalistes qui ne sont pas censés être d'opinion, mais qui le sont dans les faits. Donc c'est un journaliste plus de réaction, selon moi. Mais là, dans les questions, est-ce que beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs ont le sentiment, et de Français tout simplement, ont le sentiment que les journalistes en tant que tels, de plus en plus nombreux, s'engagent, affichent leurs opinions. Là, vous avez évoqué le fait d'inviter ou de ne pas inviter, en l'occurrence Éric Zemmour, on vous entend. Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est un mouvement de fond, cet affichage des opinions des journalistes, et si c'est un mouvement éventuellement de fond, est-ce que c'est un mouvement dont il faut se réjouir ? Non, moi je crois que ça en dit beaucoup sur l'état de notre société. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une partie de l'opinion qui, selon moi, à tort ou à raison, n'est plus représentée dans les médias. Et allons même droit au but. Ce journalisme militant d'opinion, pour moi, il existe déjà. C'est un journalisme à tendance plutôt de gauche. Il faut le reconnaître. Ces voix que c'est pas pour rien que c'est. Aujourd'hui, j'ai vu récemment sur Twitter justement quelqu'un qui disait, c'est assez drôle, quand quelqu'un exprime une opinion qui ne plaît pas et qu'il est de droite, il est considéré comme un fasciste, et quand il est de gauche, il est considéré comme quelqu'un qui est libre d'exprimer son opinion. Donc à partir du moment, encore je le redis, où cette expression d'une opinion n'atteint pas au droit et n'incite pas à la haine, je considère que c'est plutôt le signe d'une démocratie saine que chacun puisse s'exprimer. Alors Patrick Romeden, d'autant que France Télévisions a été
mise en cause, mais ça fait partie du débat entre journalistes et devant l'opinion. Alors, non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, la communauté journalistique, aujourd'hui, elle est piégée par la technologie. Oui. C'est-à-dire que, avant, un journaliste, il avait éventuellement une idée, il la soumettait à son chef de service, allait chez le rédac-chef, voir la direction de la rédaction, ça retombait, il faisait son sujet. Aujourd'hui, on est dans la culture, à cause ou grâce à la technologie, on est dans la culture du buzz, dans la culture de la castagne. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir un média. Vous pouvez, vous, demain, devenir un média, je peux devenir un média, vous pouvez devenir un média. Vous allez sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, vous avez 10 followers, vous êtes un petit média, vous avez 500 000 followers, il y a des journalistes qui ont 500 000 followers, vous êtes un gros média. Et à partir de là, c'est très tentant de prendre la parole pour donner son avis à cette audience. Et comme on est dans la culture du buzz et de la castagne, je veux dire, les avis sont tranchés. Aujourd'hui, vous avez... Dieu merci, maintenant c'est 240, mais avant 280, mais avant c'était juste 140 signes pour exprimer une opinion. Donc pour faire dans la nuance, quand on écrit 240 signes pour donner son avis, c'est très compliqué. Donc les avis sont très très tranchés. Et encore une fois, la technologie fait de chacun d'entre nous un média, et ce qui fait que vous avez des débats qui prennent mais à la vitesse d'un feu de paille, quoi, hein. Il suffit d'avoir un mot de travers sur un réseau social et c'est parti. Donc, il y a autre chose que je veux rajouter, que j'ai noté parce que je ne voudrais pas l'oublier, c'est que là on parle des journalistes, mais le problème c'est que les débats aujourd'hui d'actualité, ils sont livrés à plein d'autres personnes qui ne sont pas journalistes. C'est-à-dire que vous avez, je ne vais pas citer de nom, mais enfin vous avez des gens qui sont plutôt animateurs, j'ai rien contre les animateurs, mais à la base leur métier ça n'est pas forcément l'information, qui lancent des débats de société. Alors un jour c'est la cote de popularité de Macron, le lendemain ça va être la sélection de Didier Deschamps, le troisième jour encore autre chose, et ce qui fait qu'on est spécialisé dans rien, on est généraliste, on effleure un petit peu les choses, et à l'arrivée on a des avis extrêmement tranchés avec des chroniqueurs qui eux-mêmes vont parler un jour d'un sujet, un jour d'un autre, et ne vont pas peut-être approfondir les choses, alors qu'on est dans un monde chaque jour un peu plus complexe et qui a besoin d'experts. Et je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais si ce monde est complexe et a besoin d'experts, c'est aussi pour ça aussi que les journalistes, alors d'opinion ou d'engagement, là il y a une différence sémantique, sont si à la mode. Alors Jean-Marie Charon, votre avis. En même temps, je voudrais vous faire remarquer, pas votre intention, mais en général, qu'au moment où nous discutons de ce que c'est que le journalisme d'opinion et de ce que c'est que le journalisme tout court, il y a un recul formidable, inquiétant, peut-être fondé, de l'opinion vis-à-vis des journalistes. Les journalistes sont aujourd'hui, on ne sait pas comment définir leur boulot, mais ils sont de plus en plus critiqués. Il y a un recul presque systématique. Quel est votre sentiment par rapport à cet aspect du débat ? Oui, alors déjà, par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois que moi, vous allez dire que je joue sur les mots, mais je ne suis pas sûr que ce que vous avez décrit ce soit de l'opinion, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. C'est de l'expression. Le journaliste d'opinion, à l'époque où il y avait du journaliste d'opinion, c'était un journaliste qui était effectivement articulé avec les grands courants d'opinion. Les journalistes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, ils expriment des points de vue, des sensibilités, ils expriment des valeurs, ils se positionnent, mais c'est pas exactement la même chose que effectivement l'opinion. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'engagement et par rapport à des équipes rédactionnelles. Pourquoi engagement ? Parce qu'il s'agit davantage, je dirais, d'un espèce de contrat de lecture à l'égard du public, en lui disant bon. On n'est pas les relais d'un parti ou d'une organisation, mais en revanche, sur un certain nombre de domaines, on a telle valeur, tel positionnement, etc. Et de ce point de vue-là, alors je travaille davantage moi sur la presse écrite et sur le web, je suis frappé de voir que on a un certain nombre de sites qui se sont créés. Prenons par exemple un site comme Mediapart. Évidemment, il va dire haut et fort qu'il est un site d'investigation. Bon, on peut accepter. Ils font effectivement de l'investigation.
d'investigation, mais il est évident qu'on ne comprendra rien, je dirais, au succès, qui est quand même réel en termes de nombre d'abonnés, au succès d'un site comme celui-là, si on n'a pas en tête effectivement les prises de position, la manière, je dirais, de décrypter l'actualité d'un certain nombre de ces cadres, que ce soit Plenel, Mauduit, Arfi, etc. Donc c'est ça que j'appelle l'engagement, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait référence à un grand courant d'opinion. En revanche, il y a un certain nombre de valeurs qui s'expriment. Alors le lien que vous faites avec le public, je crois il est important, parce que je ne suis pas sûr que le public en lui-même... Les citoyens, disons. Comment ? Les citoyens. Oui, les citoyens soient vraiment en appétit à l'égard, je dirais, de formes d'un journalisme partisan. Là, il suffit de regarder les chiffres. La presse traditionnelle d'opinion, que ce soit l'Humanité, que ce soit la presse catholique, elle recule. L'Humanité a 30 000 exemplaires. La Croix, qu'on disait allait mieux, recommence à reculer. Vous pouvez parler aussi de Libé. Comment ? Vous pouvez parler aussi de Libé. Oui, alors il y a effectivement... Et si on prend des créations récentes, moi ce qui me frappe vraiment, par exemple, un journal comme Présent, qui exprime le courant plutôt proche du Front National. Si vous regardez depuis sa création dans les années, ça doit être les années 70-80, il était à, je crois, autour de 10 000 exemplaires, pas tout à fait. Il y a eu une formidable évolution, je dirais, du courant politique du Front National. Il en est toujours là. Donc il n'y a pas eu un accompagnement, je dirais, de la part du public, un intérêt pour un journal positionné par rapport à un parti. Je pense qu'il est en train de se reproduire exactement la même chose avec le média. Alors, autrement dit, le public est intéressé par des propositions dans lesquelles il y a de l'engagement et des gestes journalistiques. Par exemple, parler de l'investigation tout à l'heure, ça peut être du reportage, on a vu des succès par exemple autour de certains MOOC, etc. Mais je crois qu'il n'est plus l'heure de rencontrer le public en relayant simplement des positionnements d'organisations politiques. Est-ce que vous avez, alors, question à vous, Éric Morillo, est-ce que vous avez le sentiment que le journalisme d'opinion que nous évoquons et d'opposition, d'ailleurs, il y a plusieurs formes de journalisme d'opinion et a fortiori plusieurs formes de journalisme d'opinion. Est-ce que c'est un élément qui peut permettre à une presse en crise, et notamment la presse écrite, de trouver un second souffle, selon un mot très à la mode aujourd'hui? Est-ce que c'est un bon moteur? Ou c'est des niches, en quelque sorte, importantes et respectables, mais... En tout cas, la demande est là. Ça, c'est clair que il se trouve que la signature de Sud Radio, donc le média que je connais bien pour y travailler aujourd'hui, c'est Parlons Vrai. Et c'est vrai que cette signature-là, sauf à me tromper, il n'y a pas beaucoup de médias qui en ont fait une signature revendicative d'une identité de média. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que cette signature, juste du parler vrai, qui en soi n'a rien, à mes yeux, d'insultant, elle est perçue comme par moments extrémiste, en proie à être propre à donner la voix à des gens qui pourraient favoriser une dérive de ce journalisme, alors que à l'origine, même c'était aussi l'ADN d'RMC, je crois, à ses débuts, c'est un journalisme... Alors moi, je voulais revenir juste à ce que disait un de mes voisins, c'est vrai que le métier, la fonction de journaliste, vous disiez, elle peut être discutée, mais est-ce que finalement chacun n'est pas... Enfin, moi je trouve que déjà de se présenter comme journaliste et de ne pas reconnaître à quelqu'un d'autre le droit de l'être est problématique. Moi je considère que tous les auditeurs aujourd'hui sont devenus sur Internet, sauf à parler de fake news, légitimes à être autant journalistes que nous et à pouvoir émettre des opinions aussi, on va dire, pardon, mais est-ce que ça s'appelle du journalisme et pourquoi pas être légitime pour exprimer son opinion et ne pas être enfermé mais j'ai envie de vous dire, mais est-ce que c'est toujours du journalisme? Je me pose la question, parce que certains se la posent. La question mérite d'être en effet posée. Est-ce que moi, en tant que journaliste, je suis plus légitime à donner mon opinion qu'un auditeur ou un téléspectateur? En quoi le fait d'être journaliste me donnerait dans l'analyse, dans la façon de percevoir une opinion, un droit à avoir plus raison que d'après ce que vous avez, ce qu'on suit, et en plus d'après ce que vous avez dit, vous ne donnez pas votre opinion, vous donnez la parole et vous prenez la responsabilité de donner la parole à des gens. Aux autres, c'est autre chose. Là, on se trouve, me semble-t-il, plus dans une responsabilité de journaliste.
C'est toute la question. La responsabilité pour moi de journaliste se limite à donner aux auditeurs et aux téléspectateurs les éléments et les clés pour se forger lui-même sa propre opinion. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, parce que avant d'être journaliste, je suis d'abord auditeur et téléspectateur. Et quand je regarde une émission de télévision ou que j'écoute une émission de radio, j'ai l'impression qu'on me prend pour un crétin. C'est-à-dire qu'on me donne une sorte de chemin vers lequel je dois aller pour appréhender, expertiser, apprécier une information. J'ai envie de dire, le propre du respect que chacun devrait avoir, c'est de dire, voilà, exemple, Mélenchon, voilà, par exemple. Moi, j'ai posé une question, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, qui m'a valu, j'ai demandé, est-ce que Bayrou a eu le droit à une perquisition à domicile pour, semble-t-il, des faits similaires à Mélenchon. Et alors, ce qui est formidable, c'est pas la réponse sur Bayrou ou pas. C'est que la première question qu'on m'a posée juste après avoir émis cette opinion, qui n'était pas une opinion, qui était une question, c'était « mais ta question sous-entend que peut-être tu défends Mélenchon ». Et là, je me dis « mais on est où là ? Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, je pense qu'en effet, le journaliste n'a pas forcément pour vocation de dire aux gens comment penser, mais de donner des éléments qui permettent à chacun de se forger lui-même sa propre opinion. Et je pense que le journalisme fondamentaux là. Et là, je pense qu'on vient sur ce fondamental du journalisme qui fait qu'aujourd'hui, ce journalisme d'opinion, et pour moi, j'allais dire presque un journalisme presque de révolution. Et pour moi, c'est des termes, je sais, sont très forts. Mais je pense que quand on voit les médias, en effet, vous parlez de Mediapart. Alors moi, il y a un nouveau média que j'ai découvert, d'ailleurs un des chroniqueurs qui est venu dans mon émission, qui s'appelle Putsch, alors qui est d'autant plus fort, qui fait un carton. Et qui a été justement... pardon, excusez-moi. Vous voyez, je ne connais pas. Qui vient d'être créé, qui a 6 mois d'existence, qui a été créé par un journaliste qui s'appelle Nicolas Vidal, que j'ai décidé de faire intervenir de plus en plus souvent dans mon émission pour être un des journalistes qui m'accompagnent pour interviewer des gens. Parce que je pense que, avec tout le respect qu'on a pour les médias traditionnels, il est sain aussi que le journalisme se réinvente et qu'on ne voit pas tout le temps les mêmes personnes. Moi, j'ai l'impression, quand je vois ma chaîne de télévision ou les chaînes de télévision en général, qu'il y a 10 journalistes d'opinion en France. Alors que je peux vous assurer que quand vous regardez Twitter et Facebook, j'ai plutôt l'impression... Il leur arrive à ces 10-là de regarder Twitter et au-delà. Eh bien oui, mais est-ce que le rôle d'un média... Ça rétrécit leur ego si c'était nécessaire. Oui, mais est-ce que le rôle d'un média, ce ne serait pas d'aller fouiller sur ces réseaux sociaux, ces youtubeurs qui sont... Il y a quelqu'un qui s'appelle Greg Empêche-moi sur YouTube qui émet des opinions, je trouve, extrêmement fondées et tranchées, avec un très bon accent qui ne plaira pas sans doute à Jean-Luc Mélenchon. Et bien ce type-là, par exemple, je trouve qu'il serait légitime de l'interviewer, de l'inviter pour qu'il représente forcément un courant de pensée qui n'est pas forcément celui des 15-25 ans. Patrick. 3 secondes juste pour dire que je ne dénie en aucun cas le droit aux gens de s'exprimer. Je crois même que c'est l'essence de notre métier que d'aller les voir pour recueillir leur opinion. Je dis simplement que certains ont tendance à se croire journalistes. Alors je ne mets pas le journalisme au-dessus de tout, mais ils vont intervenir à chaque fois pour dire « vous n'avez pas parlé de ceci, vous avez parlé de cela avant ceci, etc. » Mais des gens sur les réseaux sociaux qui sont, j'en sais rien moi, il y en a un qui est ingénieur, l'autre instit, le troisième boucher charcutier, peu importe. Vous savez, le journalisme, les journalistes sont contestés comme l'ont été à un moment les instituteurs. Ils avaient un savoir, les gens ont commencé à leur expliquer comment il fallait faire la classe. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec le nombre d'échanges qu'il peut y avoir, vous avez tout un tas de gens qui veulent vous expliquer à faire votre métier. Or, moi, j'estime que mon métier, je le fais depuis 30 ans, j'ai été formé pour, j'ai fait mes preuves. Alors, je ne sais pas si je suis un génie ou si je suis nul, mais je crois que je sais à peu près le faire. Et je dénie parfois, simplement, non pas aux gens le droit de parler, mais le droit de m'expliquer comment on fait. Parce que la hiérarchie, ça doit être mon affaire, ou la vôtre, ça doit être celui du journaliste. Le choix des angles, ça doit être celui du journaliste. Et le choix du traitement, ça doit être aussi celui du journaliste. Et la tournure que tout prend avec ces gens qui expriment des opinions, je la regrette un petit peu chez les journalistes, je la regrette un petit peu. Hein, mais je dis simplement qu'elle est presque inéluctable en ce moment à cause de la technologie et à cause de la multiplication des débats. Patrick, n'oublions pas qu'en tout état de cause, aujourd'hui comme avant-hier et demain, il y a la sanction de l'audience. Hein. Jean-Marie Charon. Oui, enfin, si vous voulez, je pense que c'est surtout... Je sens que vous allez prendre un peu le contre-pied. Allez-y. Oui, enfin, assumez. Il me semble qu'on ne peut pas parler de journalisme en parlant des personnes qui s'expriment venant du public. Je pense que c'est le rapport du public au journaliste qui a changé.
parmi les choses qui ont changé, il y a la compétence et le niveau d'éducation qui se sont formidablement diffusés dans la société. Moi, il se trouve que je travaille sur les problèmes de débat justement autour de la qualité de l'information depuis une trentaine d'années, puisqu'on a créé avec Jean-Louis Missica le fameux baromètre sur la confiance des Français dans leurs médias, et c'était la revue Média Pouvoir, et puis la Croix. Et les résultats sont éloquents. Rappelez-les, donnez-nous la tendance globale. Bah, en gros, c'est une personne sur deux pense que les choses ne se sont pas vraiment passées comme les médias le disent, et 2 sur 3 pensent que les journalistes ne peuvent pas faire face aux pressions de l'argent ou aux pressions du politique. Mais disons que si on revient plus généralement sur cette question, et moi j'ai fait pas mal notamment comme sociologue, du travail de groupe, hein, pour entendre justement comment ces débats se déployaient. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement, on a de plus en plus de personnes qui sont face à des journalistes et qui, sur un domaine qui est leur domaine professionnel, leur niveau d'éducation se considère largement aussi compétent que les journalistes. Alors, c'est pas évidemment, ce ne sont pas des professionnels et ils ne revendiquent pas pour la plupart la volonté d'être professionnels dans le traitement de l'information, mais en revanche, ils revendiquent des espaces et des possibilités de discuter avec les journalistes de la qualité de l'information qui est produite. Non, mais ils le font, et ils le font, donc ils le revendiquent et ils le font. Il y a un deuxième aspect, je pense, qui change, et là c'est peut-être les questions de modèle économique qui interviennent, que vous avez évoqué tout à l'heure rapidement, beaucoup plus de généralistes parce qu'effectivement il y a moins de moyens, donc moins d'experts en matière de journalistes, et l'information que l'on traite est de plus en plus complexe, elle est de plus en plus diversifiée. Du coup, il y a quelque chose qui est en train aussi de se déplacer dans le rapport entre les journalistes et le public, c'est que une partie de l'expertise qu'utilisent les journalistes, elle vient effectivement de personnes du public. Ce n'est pas n'importe quelle personne dans le public, et on voit bien d'ailleurs que sur Internet aujourd'hui apparaissent des sites, je pense à AOC, je pense à The Conversation, enfin, etc., des sites qui ont précisément comme objet de faire travailler ensemble des journalistes et des experts universitaires, chercheurs, etc. Donc ça, je pense que c'est une chose. Et puis il y a une troisième chose qui me frappe. Un journal comme Le Guardian travaille beaucoup là-dessus. Dans la rédaction du Guardian, vous avez une quinzaine de journalistes et un rédacteur en chef adjoint qui sont uniquement consacrés à ce que vous évoquez d'ailleurs, à ce travail, observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, identifier des experts qui ne font pas partie des experts que les journalistes sont habitués à avoir en face d'eux, et identifier des histoires, enfin ce que les grands anglo-saxons appellent des histoires, c'est-à-dire des informations, et par ailleurs, identifier des tendances. Et ce travail, ce n'est pas simplement un travail, le journaliste en surplomb observe ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi un travail où il y a une concertation, une discussion. Par exemple, il y a quelques années, alors ça n'a pas tenu très longtemps, le Guardian avait proposé un blog qui était parallèle au journal. Tous les jours, en fin de conférence de rédaction, il annonçait les sujets qui allaient être traités, les journalistes qui allaient les traiter, et donnait les moyens au public de contacter ces journalistes. Non pas pour leur dire il faut écrire ça, etc., mais simplement pour leur dire sur ce sujet-là, il y a tel document, sur tel sujet-là, il y a telle personne source intéressante, etc. Ça a très bien marché pendant quelques mois, et c'est là qu'on retrouve le problème amateur ou professionnel, et puis au bout de quelques mois, les gens se sont lassés parce que c'est pas leur boulot, effectivement. Mais en revanche, cette question de l'articulation, de la coproduction d'une certaine manière, d'une partie de l'information entre les journalistes professionnels et le public, je crois que c'était vraiment un des... Et on a peut-être quelque chose qu'on vivra tous ce soir, je crois, à partir de minuit, quand il sera possible d'écouter le nouveau disque de Johnny, parce que là, on parle politique, mais il n'y a pas qu'en politique. Je dis ça sous votre contrôle. Sous votre contrôle, il y a 25 ans, on aurait dit qu'en pensent les experts. Et puis, ça aurait été la vérité révélée. Voilà, qu'en pensent les experts. Et là, c'est au fond l'accueil que réservera le public en général, et pas seulement les fans de Johnny, à ce disque qui va primer. Ce n'est plus la pensée d'en haut des journalistes qui va... Mais en même temps, l'excès inverse pose problème, ou poserait problème. Pardon, j'ai lancé ça comme ça, mais avant qu'on nous donnions la parole aux uns aux autres... Non, je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ont une expertise dans un domaine et qui contestent aux journalistes leur façon de travailler. Alors parfois, c'est pertinent, mais je
on est tous confrontés à ça. Il suffit d'être invité à un dîner, vous vous faites oublier au bout de 10 minutes. Alors, comment ça se passe à la télé, à la radio, dans votre rédaction, vous les journalistes? Bon, on connaît tous l'histoire. Ce que je veux dire, c'est quand même, on a souvent affaire à des gens qui défendent des intérêts catégoriels. Vous dînez avec des pharmaciens, ils vont vous expliquer qu'ils crèvent la dalle. Vous dînez avec une dinde, elle va vous expliquer que Noël, c'est pas bien forcément, parce qu'elle sait que ça va mal se terminer avec elle, pour elle. Donc, le journaliste, à défaut d'être impartial, il peut au moins parfois essayer d'être honnête, ce que objectivement, avec toute la tendresse que je peux avoir avec tous les gens que je rencontre dans ce contexte, n'est pas toujours le cas, l'honnêteté intellectuelle des gens, parce qu'ils défendent aussi leurs intérêts. Alors, oui, un mot, juste un petit mot. Parmi effectivement les questions à apprendre, je dirais, dans cette nouvelle relation, c'est effectivement les experts ne sont pas unanimes sur les sujets. Quand vous êtes dans un domaine de recherche, il y a des controverses. Et ce qui manque souvent d'ailleurs dans la sollicitation des experts dans les médias, c'est de faire comme s'il n'y avait qu'un point de vue à l'intérieur d'une catégorie de chercheurs ou de professionnels, etc. Alors que souvent, c'est la mise en évidence des controverses qui est intéressante. Alors je répète, nous avons tant de choses à dire, mais on va choisir arbitrairement de dire que voilà, c'est les akouskis, c'est le démarrage. On est dans les locaux, on est en direct dans les locaux du Presse Club. Alors, la parole à vous qui êtes ici pour donner un point de vue, une contestation. Enfin bon, on a tous compris qu'il était important que les journalistes n'aient pas seuls le droit à la parole. Alors, je ne sais pas, au hasard, pardon. Alors, monsieur là-bas, on va dire, et Philippe, tu seras juste après. Monsieur ? Alors, Jean-Marie Blin, je suis un ancien de l'AFP, je ne suis plus de la première jeunesse, mais je trouve que le débat sur le journalisme d'opinion aujourd'hui doit tenir compte d'un phénomène qui est quand même tellement visible qu'on n'y fait même plus attention, c'est qu'il y a des médias que j'appellerais mainstream, c'est-à-dire les grands médias télévisés, c'est-à-dire déjà beaucoup moins les grands quotidiens de presse écrite, la radio, qui véhiculent ce qu'on a appelé une pensée unique ou un politiquement correct dominant. Bon. On a eu un exemple absolument extraordinaire dans le pays qui est considéré comme ayant la presse la plus pointue, la plus professionnelle du monde, qui est les États-Unis. Quand la nuit de l'élection de Trump, vous aviez 95% de la presse américaine qui continuait à véhiculer que c'était un con, qu'il allait être battu à plat de couture. Et pendant toute la primaire, on a eu ce discours-là également, démolissant complètement le bonhomme, il a été élu. Bon. Ce qui veut dire, et on a un exemple qui n'est peut-être pas absolument comparable chez nous en ce moment depuis 48 heures, avec Mélenchon. Qu'est-ce qu'il dit, Mélenchon? Il dit qu'en France, il y a une justice qui n'est pas indépendante. Alors que tous les politiques, jusqu'au plus haut niveau du chef de l'État, nous répètent depuis 50 ans que, bien sûr, la justice en France est indépendante. Sauf que, apparemment, beaucoup de gens ignorent qu'il y a le parquet qui n'est absolument pas indépendant et qui rapporte au ministère de la Justice. Et que c'est le ministère de la Justice qui ordonne les perquisitions. Donc, vouloir parler d'opinion, alors, certes, c'est absolument essentiel. Et si véritablement il n'y a plus aucun support qui peut véhiculer des opinions souvent très, très iconoclastes, très, très dures, mais très difficiles à entendre, c'est un pays qui devient un pays totalitaire très vite. Hein. La liberté de la presse est absolument sacrée, et ça ne peut pas être remis en question. Mais pour que les opinions arrivent à pénétrer réellement, des opinions comme celles que je viens d'indiquer, on a affaire maintenant à une telle puissance de mainstream que c'est réellement, je pense, de plus en plus difficile d'avoir une véritable presse d'opinion. Bon, alors c'est pas forcément une question. Pardon, alors allez. Non, si je pose la question, est-ce que vous pensez, vous, que c'est on va garder le rythme ensuite pour que le maximum d'intervenants puissent parler. Non, je dis, avoir une presse d'opinion, c'est une chose, qu'elle soit efficace, que l'opinion passe, ça c'est autre chose. Et je pense qu'on se fait parfois des illusions, nous journalistes, surtout aujourd'hui, avec des gens qui sont surinformés,
sur l'influence qu'on peut avoir sur ce que peuvent penser les gens. Bon, alors la parole à Philippe Dulay. Monsieur, juste à vous après. Et oui, puis, moi, pas que des hommes. Sinon, je me fais assassiner à la sortie. Moi, ce qui me frappe, j'ai l'impression que les journalistes d'opinion, l'opinion s'en moque. On les voit partout sur les mêmes plateaux, vous l'avez très bien dit. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que les journalistes d'opinion, les éditorialistes, comme on appelle ça, sont très faibles, voire médiocres. Je viens de dire l'édito de Geoffrin, de Laurent J sur mon téléphone, c'est vraiment pas terrible. Et je me souviens d'un temps, je suis un vieux journaliste, où les éditos le matin de Serge July, peut-être qu'il avait plus de temps de les écrire, étaient remarquables et faisaient progresser le débat, je le pense, et faisaient progresser la société. Est-ce que vous avez l'impression que les éditorialistes, les journalistes d'opinion sont plus faibles qu'avant, se répondent trop vite, tirent trop vite, sont sur les mêmes plateaux, répétant les mêmes choses, et je crois que ça nuit au débat. C'est l'impression que j'ai, moi, en tous les cas. Monsieur ? Merci. Gérard Bardy, ancien de l'AFP aussi. Jean-Marie, je le salue au passage. Oui, moi je crois qu'on a peut-être oublié, vous avez peut-être oublié, messieurs qui êtes à la tribune, un fait qui me semble fondamental, c'est que de moins en moins, nos confrères respectent la distinction entre les faits et les commentaires. Et c'est le cas dans l'affaire Mélenchon. À peine a-t-on dit qu'il avait piqué une colère monstre et qu'il avait bousculé, insulté, etc., qu'on était déjà dans le commentaire. Il n'y a pas cette distinction qu'il y a eu, me semble-t-il, il y a quelques années encore, en tout cas beaucoup moins, mais ça a vite... c'est vrai que la dérive n'est pas récente, mais tout de même... Et ce qui contribue quand même à cette prise d'opposition quasi systématique des journalistes, notamment dans les grands médias les plus suivis, télévision, d'infos continues, etc., qui aujourd'hui quand même influent beaucoup l'opinion, ça conduit à cette décrédibilisation. Et Jean-Marie Charon, vous secouez la tête négativement, je l'accepte, mais... vous êtes mieux placé que les autres pour savoir que le discrédit de la presse, il est à peu près parallèle au discrédit des hommes politiques. Et qu'à mesure que les uns s'effondrent, les autres s'effondrent. Parce que les deux corporations, les deux milieux sont considérés comme complices, interpénétrés pour blouser le peuple, enfin pour utiliser une image. Donc, je pense que si vous ajoutez à ça les journalistes d'opinion qui sont aujourd'hui autant incarnés par Geoffrin que par Ruquier ou Fogiel, qui anime tous ces débats-là, mais c'est bien ce que je déplore, c'est que les journalistes, j'allais dire les battleurs, c'est pas gentil, les animateurs et les journalistes font à peu près le même boulot. Madame Michu, elle fait pas la distinction entre un journaliste qui est expérimenté, qui a le recul, qui a l'histoire d'une situation, et puis un gars qui arrive et qui passe le micro à n'importe qui, et tout ça s'emballe, tout ça s'engueule, on fait le buzz, on fait de l'audience, etc. Le discrédit, il faut le chercher, les raisons du discrédit, il faut le chercher dans ces points-là. J'ai bien aimé, je terminerai par là, Eric, tout à l'heure, vous avez dit que votre émission s'appelait Parler vrai. Mais moi, quand je suis entré à l'AFP sous Jean Marin, on m'a appris à parler vrai à coups de pied dans les fesses quand c'était pas une source, c'est une rumeur, disait-il. Une information, ça commence à 2 sources. Bon, et là aussi, on avait les courses de vitesse, et là aussi, on se battait contre les grandes agences internationales et les radios, etc. Ça ne nous empêchait pas de garder un certain sérieux. Et ce sérieux, je crois, encore une fois, qu'il faut revenir à la séparation rigoureuse des faits et des commentaires. Et il y a, dans ces grandes émissions qui dominent l'information aujourd'hui, il y a la place pour qu'il y ait d'un côté ceux qui rapportent les faits et d'autre part ceux qui les commentent. Merci. Alors Patrick. Non, 2 choses. D'abord sur les éditorialistes, est-ce qu'ils sont moins bons aujourd'hui qu'avant ? Moi, j'ai pas ce sentiment, j'ai toujours plaisir à les lire, mais bon, je ne dispose peut-être pas de suffisamment de recul et peut-être que je suis pas assez
expérimenté, j'allais dire vieux, pour avoir bien en tête ce que disaient les éditorialistes dans les années 70. Voilà, je trouve qu'on a quand même de belles plumes et de quoi parfois réfléchir. Et puis il n'y a pas que Geoffrin ou Yves Tréhard, il y en a d'autres. Il y a Céline Pila, il y a pas mal de gens qui font des choses intéressantes. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Évidemment, l'un des problèmes fondamentaux, c'est que on mélange de plus en plus les faits et les commentaires. Et là, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Moi, je fais la revue de presse le matin. J'ai fait évoluer, non pas fondamentalement, mais j'ai évolué dans ma manière de la faire. C'est-à-dire qu'au début, j'arrivais et j'étais très factuel. Un tel a dit ceci, l'autre lui a répondu cela, machin n'est pas d'accord, et faites votre tambouille avec ça. Et je me suis aperçu que quand j'arrivais le matin, et si je me contentais des faits et de ce qui était écrit dans le journal, et surtout des faits, j'avais juste 12 heures de retard sur tout le monde. Pourquoi? Parce que tout avait été déjà dit sur Facebook, sur Twitter, dans les débats. J'étais à la ramasse, quoi. J'étais en retard. Et donc j'ai moi-même évolué dans ma manière de bosser. Et aujourd'hui, je suis arrivé à une revue de presse, alors qui plaît ou qui ne plaît pas, mais qui est totalement éditorialisée. Et moi-même, j'ai sacrifié un peu parfois les faits pour donner mon avis. Alors j'essaie de donner un coup de bâton à droite, un coup de bâton à gauche, ou une carotte à droite, une carotte à gauche, pour être à peu près sur la distance, sur la durée, à peu près équilibré. Mais c'est vrai, je me suis un peu affranchi des faits pour donner mon avis ou pour aller dans l'opinion ou dans l'engagement. Comme je suis interpellé, j'aimerais bien répondre quand même. Écoutez, sur fait commentaire, pourquoi j'ai fait effectivement un mouvement de tête, c'est quand même un vieux sujet de discussion entre les anglo-saxons et nous. Sans arrêt, ils nous répètent, vous mélangez les faits, les commentaires. Donc c'est quand même un sujet qui est assez récurrent. Ce qui me frappe aussi, puisque j'ai été enseignant pendant pas mal d'années au Centre de formation des journalistes, et donc j'ai pu observer un peu l'attitude des jeunes journalistes, et on pouvait discuter avec eux sur leurs ressentis par rapport à leurs aînés. Moi, ce qui me frappe, c'est que les jeunes journalistes sont beaucoup plus attentifs aux factuels, ils sont beaucoup plus intéressés et motivés par précisément un mode de ce que vous appeliez aider le public à comprendre une situation, plutôt que de donner leur point de vue. L'éditorial, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse. Alors, moi, je me demande si cette tonalité que vous évoquez, d'une part, est-ce que c'est pas beaucoup d'ailleurs lié à l'audiovisuel? Dans l'audiovisuel, c'est vrai que on a davantage tendance dans la présentation des journaux, à donner effectivement des angles très forts qui effectivement ont tendance à... Mais en presse écrite, je crois que la tendance ces dernières années était plus souvent de séparer les faits et l'interprétation. En tout cas, c'est souvent ce qui était annoncé. Et ce qui me frappe, c'est dans les projets ou dans les expériences que lancent les jeunes journalistes sous forme de nouveaux supports, notamment sur Internet, eh bien, généralement, ce sont des actes journalistiques, comme le reportage, comme l'enquête. Il y a très très peu de choses qui vont vers l'éditorialisation. Pardon. Oui, moi je voudrais réagir à ce que disait monsieur, en effet, et que j'ai trouvé en effet très pertinent, c'est que vous avez cité une comparaison entre le crédit et le discrédit des politiques. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. Le journalisme d'opinion est-il l'avenir de la presse? Ça traduit surtout quelque chose de plus grave, qui est j'ai envie de dire, la fracture qu'il y a entre l'élite et le peuple. Parce que finalement, la question derrière... non, mais même pas ces journalistes. Au-delà de ça, je considère qu'aujourd'hui, les journalistes, pour beaucoup de gens, je ne dis pas que c'est ce que je pense, pour beaucoup de gens, c'est le parisianisme, c'est l'élitisme, et puis il y a derrière tous ceux qui sont le peuple et qui n'ont pas voix de presse. Et je pense que c'est pour ça que je trouve ça assez sain qu'à un moment donné, l'audience se réapproprie, parce que c'est une forme de réappropriation des médias, c'est de dire, voilà, il y a une bascule qui est en train de se faire, alors c'est peut-être les réseaux sociaux qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les deux émissions qui font le plus d'audience le matin, pardon cher ami, c'est Les Grandes Gueules d'RMC et Pascal Praud sur CNews, qui sont
juste en passant, sur des... Non, enfin, qui font... C'est pas celles qui font le plus d'audience. Enfin, sur... Ah bah Ah non, mais je parlais après. En tout cas, celles qui sont... Je parlais de journalistes d'opinion, je comparais pas forcément... Oui, alors après 9h, je suis d'accord. En tout cas, les émissions qui cartonnent le matin, voilà, sont plutôt des émissions qui donnent la parole, d'abord, qui sont souvent des émissions de libre antenne. Alors ça aussi, c'est autre... Moi, je considère que le journaliste, il est plus aujourd'hui dans un rôle souvent aussi de modérateur, et c'est à ça qu'il faudrait peut-être revenir, c'est-à-dire de se dire qu'on n'a pas la science infuse, mais en revanche, on est là pour dire à quelqu'un qui exprime une opinion, ah bah attends, là, tu vas un peu loin. Mon rôle, c'est de donner la parole à quelqu'un qui a l'opinion adverse et d'équilibrer, de faire ce rôle de modérateur. Mais je trouve que surtout ce que ça traduit, et c'est ça qui est plus grave et je n'ai pas la réponse, c'est que je pense que la fracture entre l'élite représentée par certains journalistes, alors je ne dis pas par tous, certains éditorialistes, et puis ceux qui n'en ont pas, parce que finalement un Jean-Michel Apathy, un Laurent Geoffrin, finalement, bon, bah, ils ont la chance d'être exposés sur des médias mainstream, mais finalement, en quoi leur opinion traduit, je pense, l'opinion de la majorité. Je pense qu'elle n'engage que la leur. Et très souvent, ils ont tendance à croire que leur opinion est celle d'une partie de la majorité, et c'est en ça, selon moi, qu'ils se trompent. La parole est à vous dans 22 secondes. Moi, ce qui m'intéresse dans l'émission, pardon, je me mêle de la conversation, mais elle me passionne. Prenons l'émission de Pascal Praud. La force, et même les grandes gueules aussi, la force de ces deux émissions, qui ont aussi leurs faiblesses, hein, c'est qu'il y a la diversité des points de vue. Ça paraît une évidence, et quelque part, aux yeux de certains, c'est un peu révolutionnaire. Bon, madame, alors... Voilà. Bonsoir. Enfin, la voix des femmes. Je suis Léna Adam. Hein. J'ai travaillé 20 ans à Radio France Internationale, département langue, rédaction roumaine. Vous entendez mon R qui roule. Oui. Bon, je viens d'un pays de dictature communiste où la revue de la presse n'existait pas parce qu'il y avait un seul journal. J'ai appris à faire la revue de la presse. Ça, je vous rejoins, Monsieur Patrick. Et même si l'Humanité n'est pas mon journal de chevet, je donnais honnêtement l'opinion de gauche à droite. Je devais le faire. Et pour moi, un journaliste, un vrai, valable, honnête, doit être équidistant des deux côtés, des deux pôles politiques qui sont en France, gauche et droite. Vous allez dans le métro, quelqu'un lit le Libération, ah, il est de gauche. Un autre lit Figaro, ah, il est de droite. Comment faire ces deux pour écouter les opinions en croisée? Il faut être je crois qu'il faut être au milieu, comme dit Éric Morillo. D'accord. Je crois que l'équidistance, c'est la qualité du vrai et du bon journaliste, à mon avis. Oui, mais on vous a entendu, c'est intéressant. Alors peut-être avant, on va refaire un tour de table. Autre question ou témoignage. Isabelle. Alors je vais reprendre, si j'ai bien entendu, un internaute demande, le commentaire n'est-il pas le fonds de commerce du journalisme d'opinion? Dans ce cas, est-il encore journaliste? Donc celui qui fait le commentaire. Réponse? Moi j'aurais tendance à dire oui. C'est pas parce qu'on donne un commentaire qu'on n'est pas journaliste. Simplement, il faut attirer l'attention sur la diversité de ce métier. Il y a des gens qui font du reportage sur le terrain, il y a des gens qui analysent, il y a des gens qui décryptent, il y a des gens qui présentent, puis il y a des gens qui font des commentaires. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ce soit marqué, quoi, que ce soit clair. C'est-à-dire, si le gars il vous dit moi je suis un mec vraiment impartial, le plus honnête des gars, et puis que par derrière il sert la soupe à je ne sais qui, ça c'est pas bien. En revanche, voilà, quand on sait pour qui les gens roulent, au moins c'est identifié et on peut aller chercher des opinions un peu diverses et un peu différentes. Oui, non, pour aller tout à fait dans la suite de ce que vous dites, en effet que chacun pose sa casquette de journaliste lorsqu'il émet une opinion ou pose sa casquette d'éditorialiste quand il est simplement dans les faits. Non, ce que je voudrais dire aussi, c'est, et là je trouve que ce sujet de débat est évidemment passionnant parce que je pense que le journalisme d'opinion est vraiment l'avenir de la presse, en l'occurrence la presse
on entend audiovisuel parce que la presse écrite, elle est déjà, c'est déjà un présent, c'est pas qu'un avenir. Non, en revanche, ce qui pour moi est important, c'est de dire pourquoi ce journaliste d'opinion est selon moi l'avenir de la presse. Parce que les gens en ont, et je le vois, pas plus que vous, mais j'en ai vraiment l'impression plus que jamais aujourd'hui, que les gens en ont marre du politiquement correct, de la bien-pensance imposée par tous les politiques, tous les éditorialistes justement autoproclamés qui, à eux, s'arrogent le droit de dire des choses comme ils le sentent, mais en revanche, dès qu'on est un tout petit peu juste à côté du chemin, c'est tout de suite un anathème, c'est tout de suite une insulte, c'est tout de suite une injure. Et je pense, moi, et je revendique, je ne représente que moi ici, mais j'ai vraiment l'impression que les gens qui aujourd'hui donnent justement le plus d'audience à ces émissions, c'est surtout un message qu'ils envoient, c'est de dire on en a marre de cette bien-pensance de la pensée, de cette pensée unique. Et en ça, je pense que les politiques sont assez responsables en effet, parce qu'on le voit, c'est aussi ce qui se traduit dans qu'on partage ou pas l'opinion. Pardon. Isabelle, une question d'un internaute. Pour poursuivre sur ce que vient de dire Eric, un internaute vous demande, l'un des problèmes ne vient-il pas du fait que l'on voit toujours les mêmes éditorialistes partout? On ne peut pas lui donner complètement tort. Cela dit, cela dit, je pense quand même il y a une diversité. Hein. Je veux dire, on a cité certaines émissions. Et puis, objectivement, rien n'empêche les gens de prendre 1 euro dans la poche, ou 1,20 €, ou parfois 2, d'aller au kiosque et d'acheter le journal. Et là, de l'Humanité au Figaro, en passant par Valeurs Actuelles et Marianne, je pense qu'on a quand même des opinions qui sont différentes. Oui, moi, si vous voulez, là, il faut toujours être prudent quand on dit les gens. Je crois que le public, il est beaucoup plus pluriel qu'on l'imagine. Et quand on travaille effectivement sur le traitement de l'information avec différents types de publics, on est frappé de voir que la crise de confiance qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple, c'est pas tant que ça la connivence entre les politiques et les journalistes. Le principal reproche, par exemple, qui est fait, qui remonte sans arrêt et qui donne souvent le plus de virulence, c'est les approximations, c'est les erreurs, c'est le manque de compétences, hein, au sens, c'est la manière dont les personnes sont traitées. Hein, par exemple, les personnes, il y a souvent une dénonciation très forte du fait divers et la manière dont on va traiter les personnes. C'est des discussions sur la hiérarchie de l'information. C'est, autrement dit, je ne suis pas sûr, pour reprendre par rapport à ce que vous évoquiez, je ne suis pas sûr que le journaliste d'opinion soit vraiment l'avenir. Je crois que c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, il y a une partie du public qui est intéressée par cette forme, et il n'y a pas de raison d'ailleurs de la minorer. Il faut y répondre, mais je crois qu'il faut certainement être davantage attentif à tout ce qui relève des attentes en termes de profondeur, de capacité à donner du décryptage, de faire du tri, parce que c'est précisément, on est dans une période où si on est, comme ça a été évoqué tout à l'heure par le monsieur de l'AFP, si on est dans cette espèce de bain d'informations de flux très abondant et en même temps assez homogène, il y a un besoin de se reprendre et de trouver des clés d'interprétation. Et je pense que c'est peut-être plutôt là que plus que sur l'opinion que le public sera. Je vais vous répondre, mais il a 30 secondes parce que dans les 3-4 minutes qui nous restent, on va essayer de faire 3 questions. Juste le journalisme d'opinion, comme l'indique son intitulé, pour moi, c'est pas le journalisme là dont on parle, c'est le journalisme d'opinion. Donc à la rigueur, j'ai envie de dire, les faits là ne sont pas en question. Ce qu'on pose comme question, c'est est-ce que l'éditorialisation et le commentaire des faits ont encore voie de presse, c'est peut-être l'avenir de la presse. Et à ça, moi j'ai envie de dire, la question qui est posée, c'est finalement, est-ce que la liberté d'expression peut être encore interroger et interpeller. Et c'est vrai que je reviens à ce qu'on disait sur Mélenchon, ce qui est un fait, mais je trouve absolument dingue, c'est que Mélenchon, derrière la forme, tout ce qu'on veut, les gens ne permettent plus qu'on interroge sur finalement ce qui a posé peut-être un problème. Est-ce qu'on peut s'interroger encore sur le fait que Mélenchon a été perquisitionné à son domicile? Et c'est la forme qui a pris le pas et qui a aujourd'hui permis qu'aujourd'hui, si on a le malheur d'émettre une question à ce sujet,
on est aussitôt taxé de quelqu'un qui, évidemment, remet en question les droits fondamentaux de la justice et tout ça. Et c'est ça qui... Voilà. Deuxième question, vous y avez droit. Oui, je vais aller vite. Je vais revenir au thème. Moi, je pense que le journalisme d'opinion a de l'avenir si on met un S à opinion. Et là, effectivement, il y a du champ. Parce qu'il ne faut pas entendre opinion uniquement l'opinion politique. Ce n'est pas uniquement le champ politique. Il y a aussi le sociétal. Tous les débats autour de l'éthique, sur la fin de vie, sur l'immigration actuellement. Or, là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup trop une pensée unique. Il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a pas de journalisme d'opinion plurielle. Si vous avez une position par rapport, par exemple, à la GPA, etc., vous êtes un ringard, vous êtes... voilà. Et ceux qui défendent une opinion qui n'est pas l'opinion majoritaire sont des populistes. On le voit bien. Idem pour l'immigration. Donc ça chauffe à blanc les électeurs. Je ne parle pas d'électeurs, là, qui sont les mêmes. Les lecteurs électeurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve de plus en plus avec les deux partis qui sont au bout de l'omelette, à chaque bout de l'omelette, et qui sont en train de devenir majoritaires, voire très majoritaires dans le pays. Et nous risquons de le voir aux élections européennes. Et là, le journalisme d'opinion, oui, mais opinion plurielle. Oui, alors, le journalisme d'opinion plurielle. Là, c'est une formule de synthèse excellente. Mais j'en doutais pas. Alors, monsieur, vous avez la responsabilité de la dernière question, ainsi va les horloges. Il n'y a pas de maître des horloges ici, mais il y a des montres. C'est pas tout à fait une question. C'est une remarque. Non, je suis journaliste d'opinion, parce qu'il y a une catégorie de journalistes dont on n'attend pas du tout de l'objectivité, et personne, ce sont les dessinateurs de presse. Oui. Ce sont les seuls. Des autres, tout le monde s'attend à une objectivité ou à son objectivité. Tout ça étant... Parlez bien devant le micro. De la part d'un... Pardon. Il est allumé ? Oui. On attend d'un dessinateur qu'il ait quelque chose de provocateur, qu'il soit satirique, qu'il fasse de l'humour noir, qu'il apporte un autre regard. Donc nous, on n'a pas de problème de ce côté-là. On n'a pas à se dire... ou alors on tombe dans l'illustration, ce que j'ai tenté de faire quand j'ai commencé à dessiner, parce que moi je suis fils et neveu de dessinateur, mon oncle était faisan, donc je suis né là-dedans. Et cependant, j'ai eu l'illusion de pouvoir faire du dessin d'actualité qui n'était qu'une illustration. Et finalement, ça fait un joli dessin. Point. Merci, monsieur. Alors, je vais faire un exercice totalement artificiel. Si vous deviez citer chacun en conclusion provisoire, bien entendu, si vous deviez nous inviter à retenir un mot, Eric. Un mot, le mot-clé. Pluriel, par exemple, je sais pas. Je vous suggère ça parce que je vous ai écouté tout à l'heure, je sais pas. Ou liberté d'opinion, voilà. Au singulier ou au pluriel ? Au pluriel, bien sûr. Jean-Marie Charon. Oui, je l'ai dit dès le départ, ce serait engagement au pluriel. Diversité. Au pluriel ? Non, même pas. La diversité, ça fait plusieurs opinions. Voilà, alors on va terminer avec ces trois mots qu'on a en tête, au singulier ou au pluriel. On remercie tous ceux qui nous ont suivis sur la chaîne du Presse Club et sur Facebook. On va vous donner rendez-vous une prochaine fois, mais le débat était passionné. Évidemment, il reste entier, parce que ça ne se règle pas en une heure. Et puis, je voudrais remercier aussi, bien sûr, tous ceux ici présents dans les locaux du Presse Club qui ont fait l'amitié de venir et d'être intéressés, je l'espère, par les propos tenus et d'y participer. Merci à tous.